in Jerusalem, the former SS Colonel Adolf Eichmann waits with his guards in a bulletproof glass dock. Bonjour chers amis, bienvenue dans un nouveau documentaire. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans des images choquantes et révélatrices. Des entretiens authentiques menés avec certains des plus hauts dirigeants du Troisième Reich peu avant leur procès au tribunal de Nuremberg. Avant de commencer, il est important de préciser que cette vidéo a uniquement un but historique et pédagogique. Elle ne cherche pas à justifier ou à glorifier les responsables de l'un des chapitres les plus sombres du XXe siècle, mais plutôt à comprendre, à travers leurs propres mots, la façon dont ceux qui détenaient les plus hauts niveaux du pouvoir dans l'Allemagne nazie se percevaient et se percevaient. Les entretiens présentés ici ont été réalisés en 1946, pendant son emprisonnement, et sont traduits en polonais avec des voix représentatives. Nous commençons par l'interview d'Hermann Göring, chef de la Luftwaffe et successeur d'Hitler. Monsieur Göring, comment vivez-vous votre incarcération et quelles réflexions le procès suscite-t-il en vous? Je vis comme n'importe quel autre prisonnier. L'uniforme est sale, la cellule austère, mais cela m'est égal. J'ai l'habitude de garder mon calme. Je peux même forcer un sourire si nécessaire. Mais je déteste qu'on se mêle de mes affaires personnelles, comme celles de ma famille ou de mes épouses. Je ne le conteste pas. J'ai dit la même chose de ma vie privée. Excellente, point final. Quant au procès, c'est une pantomime. J'ai dit au tribunal que s'ils recherchent un responsable, je me présenterai comme tel. Qu'ils libèrent les autres, Funk, Fritzsche, Kaltenbrunner. Je ne connaissais même pas la plupart d'entre eux avant cette prison. J'ai envoyé des soldats à la mort. Pourquoi aurais-je peur? J'ai été le successeur d'Hitler et je n'ai jamais reculé devant la responsabilité des actes officiels de l'État. Les accusations d'extermination sont une autre affaire, qui ne me concerne pas. Je ne nie pas mes divergences avec Hitler. Au début, j'ai pu m'exprimer librement, mais avec le temps, les choses ont changé. En avril 1945, il m'a ordonné de prendre le commandement du Reich, mais il est ensuite revenu sur sa décision et m'a fait arrêter par la SS. Malgré cela, je ne lui en veux pas. C'était ses dernières heures, il était sous pression. Si j'avais pu lui parler en face à face, tout aurait été différent. Avez-vous tenté d'empêcher la guerre? Quels souvenirs gardez-vous de votre rôle dans les décisions stratégiques du Reich? Oui, j'ai essayé. J'ai cherché des arrangements avec l'Angleterre, même à l'insu d'Hitler. Après Munich et l'annexion de l'Autriche, je pensais que nous avions récupéré une grande partie de ce que nous avions perdu après la Grande Guerre. Mais la Tchécoslovaquie est arrivée, qu'Hitler considérait comme une base aérienne soviétique. Je l'ai prévenu que si nous exigeaions Danzig, l'Angleterre nous déclarerait la guerre. J'ai aussi prédit l'entrée des États-Unis. Je lui ai conseillé de signer un traité avec Staline. Il a hésité, mais Ribbentrop a convaincu les Soviétiques. Concernant l'Autriche, c'était un accord. Je l'avais négocié moi-même. Quant à l'invasion de l'Union soviétique, je m'y suis opposé. Il nous fallait d'abord vaincre l'Angleterre et prendre Gibraltar. En cas de succès, Franco aurait collaboré. Notre aviation n'était pas prête pour une guerre à l'Est. Mais Hitler pensait que la campagne serait de courte durée. En 1943, j'étais en disgrâce, et en 1944, il ne me parlait même plus. J'ai perdu toute influence sur les décisions. Mais si quelqu'un devait en assumer les conséquences, c'est bien moi. En tant que dirigeant, j'assume ma part de responsabilité. On parle de votre enfance depuis un moment, mais vous n'avez pas voulu entrer dans les détails. Y avez-vous réfléchi? Honnêtement, je n'y pense pas beaucoup. Je sais que tu essaies de me comprendre psychologiquement, et j'apprécie. Tu ne te montres pas indiscret comme d'autres. Tu laisses l'autre parler et tu attends. Un jour, je te poserai les questions. Mais oui, j'ai réfléchi à ce que tu m'as demandé. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre l'enfant que j'étais et l'homme que je suis. Je pense que, même enfant, les traits qui allaient définir ma personnalité d'adulte étaient évidents. Je ne savais pas dessiner, mais j'ai toujours aimé l'art depuis mon enfance. J'étais attiré par les couleurs vives, bleu, rouge, vert, et j'ai toujours détesté l'art moderne et abstrait. Picasso me répugne. Mon style préféré a toujours été le gothique. Peut-être parce que j'ai grandi dans des châteaux médiévaux près de Salzbourg et de Nuremberg, qui, heureusement, existent encore. Hitler et moi étions très différents à cet égard. Il préférait les styles classiques, monumental, grec ou Renaissance, avec beaucoup de colonnes.
Il aimait les peintres du XIXe siècle et admirait Rembrandt. Il ne supportait pas Dürer, qui est l'un de mes préférés. Moi, en revanche, je préférais les maîtres allemands, les artistes nordiques, Holbein. Nous différions aussi par les matériaux. Il préférait le bronze et la pierre, moi, le bois. Nos origines différentes se reflétaient aussi dans notre art. Il venait du sud, moi du nord. Cela a tout influencé. Concernant mes parents, on a toujours dit que j'avais hérité de l'esprit de mon père et du tempérament de ma mère. Il était du nord, et elle du sud. L'Allemagne du nord est plus calme et plus structurée. Le sud, plus artistique. Tous les grands hommes d'État venèrent du nord, les artistes du sud. Mon père était ministre résident et, avant cela, gouverneur de colonies en Afrique. Contrairement à mes frères, je suis né en Allemagne. Il est mort quand j'avais 20 ans. Il était déjà officier et avait été loin de chez lui pendant des années. Il était strict, mais ses subordonnés le respectaient. Il avait un esprit vif et prévoyant. Ma mère est décédée 10 ans plus tard, à 64 ans. Je me sentais plus proche de mon père. C'était une bonne mère, mais j'avais déjà quitté la maison et nous nous sommes perdus de vue. C'était sa seconde épouse, la première, originaire d'Allemagne de l'Ouest. Dans ces dernières années, mon père n'a jamais suivi son régime antidiabétique. Il buvait du vin et mangeait ce qu'il voulait jusqu'à la fin. C'était son mode de vie. Monsieur Göring, à votre avis, pourquoi y avait-il un tel ressentiment envers les Juifs en Allemagne? Eh bien, je suppose que c'était à cause de leur influence. À Berlin, avant notre arrivée au pouvoir, les Juifs contrôlaient la quasi-totalité des théâtres et des cinémas. Dans les petites villes, cette présence était moins perceptible, mais dans les centres urbains, elle était évidente. La vie théâtrale en Allemagne était très riche. Nous avions 74 compagnies d'opéra permanentes et plus de 260 compagnies établies. Aux États-Unis, il y a peut-être 2 opéras permanents. Dans chaque ville allemande, il y avait un théâtre d'État, un opéra, un théâtre d'opérette et une salle de spectacle. Nuremberg, par exemple, avait un grand opéra, et à seulement 5 km de là, à Fürth, un autre. À Bayreuth, à Ansbach, pareil. Tout ce développement culturel a prospéré entre 1900 et 1930, jusqu'à ce que Streicher, ce salaud, devienne administrateur du district du parti en Franconie et ruine tout. Si Chirac avait été aux commandes, l'histoire aurait été différente. Monsieur Göring, lors de la défense de Baldur von Schirach, vous avez demandé à être absent du tribunal. Pourriez-vous expliquer pourquoi? Oui, j'ai invoqué une douleur à la jambe, une sciatique, ce qui était vrai, bien que pas si grave. En réalité, je ne voulais pas assister au spectacle que Chirac allait nous offrir. Je savais pertinemment ce qu'il allait dire. J'ai préféré ne pas être là, car je crois qu'il commet une grave erreur. Il veut montrer au monde qu'il a changé, qu'il sympathise désormais avec les Juifs et qu'il a été trompé par Hitler. Mais c'est faux. Il n'est pas différent aujourd'hui. Il a joué son rôle indépendant dans la persécution des Juifs, et maintenant il prétend n'avoir été qu'une victime parmi d'autres. Je n'ai aucun respect pour cette attitude. Au début, il a tenté de maintenir une position commune avec les autres accusés, mais lorsqu'il a constaté son échec, il a commencé à prendre ses distances. Au lieu d'assumer son rôle comme d'autres l'ont fait, il a choisi de pointer du doigt Hitler et de prendre ses distances, comme s'il n'avait jamais été impliqué dans ce qui s'était passé. Il m'a semblé préférable d'éviter cette représentation, et honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Vous avez récemment mentionné que Gerd von Rundstedt était venu témoigner. Que pensez-vous de lui et de la prétendue offensive des Ardennes? Oui, j'ai entendu dire que vous étiez ici et que vous prétendez maintenant être anti-nazi, que l'offensive était une folie d'Hitler et qu'il s'opposait à toute avancée. Mais la vérité est que l'offensive était l'idée du Führer, et c'était un plan brillant. Le problème résidait dans son exécution, notamment par Dietrich et sa 6e armée Panzer, qui n'étaient pas aptes à la tâche. Dietrich n'aurait jamais dû commander une armée. L'opération a été mal menée, mais sa conception était l'œuvre d'un génie. Hitler a également conçu les plans pour la Pologne, la France et la Russie. Tous brillants dans leur conception, même si, une fois de plus, nous avons échoué dans l'exécution. Si son plan initial avait été suivi, la campagne de Russie aurait pu être couronnée de succès en 1941. Mais il s'avère aujourd'hui que tous les généraux se présentent comme plus intelligents qu'Hitler.
Lorsqu'il commandait, il le suivait sans poser de questions et était même ravi de recevoir ses instructions. Bock, par exemple, était censé encercler les armées du nord et du sud de la Russie, mais il préféra avancer sur Moscou, ce qui mena à l'échec. Ensuite, bien sûr, on accuse le Führer de ne pas avoir gagné la guerre. C'est facile à faire d'ici, mais à l'époque, personne n'osait s'opposer à lui. Monsieur Göring, vous avez défendu avec véhémence le leadership d'Hitler devant les tribunaux, mais comment décririez-vous l'homme derrière ce dirigeant? Que se serait-il passé si l'Allemagne avait gagné la guerre? Pour comprendre Hitler, il faut distinguer deux phases. La première, jusqu'à la victoire en France, était un homme charismatique, bienveillant et franc. Il avait une volonté de faire et une capacité d'influence absolument exceptionnelle. Le second Hitler, celui qui émergea avec la campagne de Russie, était très différent. Méfiant, tendu, toujours à cran. Son caractère s'endurcit, ses nerfs s'écrasèrent. Sa main gauche tremblait et on voyait qu'il peinait à garder son sang-froid. Mais même dans cet état, sa volonté était impressionnante. Et n'oublions pas ceci, s'il n'avait pas perdu la guerre, s'il n'avait pas dû affronter simultanément l'Angleterre, les États-Unis et la Russie, des puissances qu'il aurait pu vaincre une à une, nombre de ses détracteurs aujourd'hui lèveraient les bras au ciel et crieraient « Heil Hitler ». Concernant le monde après la victoire, Hitler n'en voulait pas autant qu'on le dit. Il souhaitait seulement récupérer l'Alsace-Lorraine à la France et les provinces historiquement allemandes à la Pologne. Il n'a jamais convoité l'Empire britannique. En Russie, son objectif était de détruire ce monstre soviétique et de le remplacer par un système fédéral. Il aurait pu revendiquer quelques territoires dans les États baltes, mais rien de plus. L'Amérique du Sud ne l'intéressait pas. Et en Afrique, seules les anciennes colonies allemandes l'intéressaient. Hitler n'était pas un homme d'empires coloniaux, c'était un homme de continent. Sa vision était celle d'une Union européenne sous direction allemande, très similaire, je dirais, à ce que les États-Unis tentent aujourd'hui de réaliser sous un autre angle. Une Europe cohésive, collaborative, avec l'Allemagne en son cœur. À quel moment avez-vous su que la guerre était perdue? Pensez-vous que les généraux ont trahi Hitler? Beaucoup pensent que tout a mal tourné en Normandie, mais c'est faux. Jusqu'à l'offensive des Ardennes, la situation était encore gérable. C'est là que les vrais problèmes ont commencé. Le maréchal von Kluge, par exemple, a failli à son devoir. Il aurait pu fermer ses chars et tenir le front, mais il ne l'a pas fait et a dû battre en retraite. Puis il s'est suicidé. Pourquoi n'a-t-il pas agi? Ce n'est pas encore clair, mais tout porte à croire qu'il voulait contacter les hauts gradés britanniques et trahir Hitler. C'est un nouvel exemple de généraux qui ont changé de camp lorsque les choses se sont compliquées. Et puis, lorsque l'issue était claire, tout le monde a déjoué Hitler, tout le monde s'est déclaré adversaire. Mais tant que nous gagnions, personne ne remettait en question la victoire. Si l'issue avait été différente, aucun de ces accusés n'aurait eu un mot critique. Je vous l'assure. Monsieur Göring, quelles étaient vos connaissances et votre position sur les atrocités commises, notamment dans les camps de concentration et contre les Juifs? Nous parlons d'un sujet que je déteste, mais il est inévitable si l'on évoque Hitler. Je suis convaincu qu'il ignorait les détails. Himmler agissait comme s'il pouvait faire ce qu'il voulait, sans conséquence. Hitler, au début, n'était pas un homme cruel. Ce changement s'est produit plus tard, surtout au cours des dernières années, lorsque la vie humaine a perdu sa valeur à ses yeux. En revanche, j'ai toujours été sévère envers les crimes graves, comme la trahison ou le viol. Mais dans d'autres cas, j'ai accordé de nombreuses grâces. Je n'ai jamais approuvé la peine de mort pour les femmes. Ce qu'on dit aujourd'hui des camps me paraît incompréhensible. L'incident d'Auschwitz, par exemple, je n'en savais rien. Heuss a déclaré au tribunal que tout était tenu secret, et je le crois. Ces chiffres sont impossibles à imaginer. Je ne nie pas qu'il y ait eu des événements terribles, mais leur ampleur m'est inconcevable. J'ai entendu des rumeurs, mais je les ai attribuées à la propagande ennemie. J'ai posé des questions à l'époque, et on m'a répondu la même chose. C'était des mensonges. Nous savions qu'il y avait des exécutions rapides dans les camps, certes, mais jamais que des innocents étaient massacrés. C'est ici, par exemple, que j'ai entendu pour la première fois le nom d'Eichmann. L'évacuation des Juifs était bel et bien planifiée, d'abord du Reich, puis vers le gouvernement général en Pologne. L'idée était qu'après la guerre, ils seraient réinstallés en Palestine ou ailleurs,
cela était prévu à l'avance, comme le furent de nombreuses autres mesures ultérieures, notamment économiques. J'assume l'entière responsabilité de ce qui s'est passé sous le nationalisme socialiste, mais pas de ce que j'ignore. Et oui, j'avoue avoir été le premier à autoriser les camps de concentration en 1933 pour les communistes et les ennemis déclarés du régime. Mais jamais avec l'intention de tuer ou d'exterminer. Ce n'était pas son but. Et quelle était votre opinion sur les Juifs? Considériez-vous, comme d'autres membres du régime, qu'ils représentaient une menace? En 1938 ou 1939, la question n'était plus de savoir s'ils étaient désirables ou non. La différence entre Juifs et Allemands était si marquée qu'il devint évident qu'ils ne pouvaient pas coexister en Allemagne. Mais ce n'était pas un plan systématique dès le départ. En 1933, Hitler demanda simplement leur éviction de la fonction publique, rien de plus. Sans la pression du parti et d'agitateurs comme Goebbels, peut-être que tout serait resté en place. Mais cette pression s'est intensifiée et la situation s'est aggravée. La crise de novembre 1938, la nuit de cristal, a ruiné toute la base économique juive. Dès lors, soit ils étaient réintégrés dans la vie économique, soit il leur arrivait quelque chose, et c'est ce dernier cas qui s'est produit. Beaucoup ont tenté d'émigrer par leurs propres moyens. Ils savaient qu'ils n'avaient aucun avenir. Ce ne fut pas une décision prise du jour au lendemain, mais une évolution rapide, motivée par l'extrémisme. Ce fut aussi un désastre pour nos relations internationales. À mon avis, la pire chose que Goebbels ait jamais faite. C'était un fanatique, et il a déclenché une situation qui a profondément endommagé le pays. Monsieur Göring, vous avez évoqué votre relation avec Joseph Goebbels. Que pouvez-vous nous dire de lui, de son influence sur Hitler et de son rôle dans la politique antisémite du régime? Goebbels était un fanatique, le pire opportuniste imaginable. Il nourrissait une ambition personnelle débordante et utilisait l'antisémitisme comme un outil pour accéder au pouvoir. Je ne suis pas sûr qu'il haïssait personnellement les Juifs. Il trouvait simplement un moyen efficace de se renforcer grâce à la presse et à la propagande antisémite. Il était sans scrupules, rusé et très dangereux. Impossible de le raisonner. Streicher, en comparaison, semblait inoffensif, à moitié fou et maladroit. Mais Goebbels était différent. Il forçait des femmes à coucher avec lui, profitant de sa position, et fut un jour battu par Hitler pour une liaison avec une actrice. Malgré cela, il finit par gagner sa confiance. Hitler venait souvent prendre un café chez moi et partait tôt. Mais avec Goebbels, il passait ses nuits jusqu'à 4 heures du matin. Quelle influence exerçait-il sur lui à ces heures-là? Dieu seul le sait. Goebbels a joué un rôle plus important dans la conversion d'Hitler à l'antisémitisme radical qu'on ne le dit souvent. Il m'a même directement accusé de protéger les Juifs. Par la suite, Hitler m'a ordonné de mettre en œuvre certaines mesures, et c'est ce qui a motivé le discours pour lequel j'ai été attaqué au tribunal. Ce discours a été prononcé devant 6 ou 7 ministres seulement, sous la contrainte. Seuls les passages préjudiciables ont été cités au tribunal, et non les passages où j'affirmais clairement que personne, pas même les Juifs, ne devait mourir de faim. Ces phrases n'ont jamais été lues. À cette époque, maintenir une attitude antisémite était un ordre direct. Et si je blâme Goebbels pour nombre de ses excès, la responsabilité n'incombait pas uniquement au parti. Avant 1933, il y avait aussi des provocations. J'ai moi-même été la cible d'insultes et de calomnies de la presse juive. Je ne justifie pas ce qui s'est passé, mais la lutte s'est intensifiée. Dans ce contexte, nos réactions sont également devenues plus dures. Je tiens à préciser que je n'ai jamais voulu exterminer qui que ce soit. Ce n'est pas dans ma nature. Oui, je peux justifier des représailles si elles sont motivées, mais jamais le massacre d'innocents. C'est tout simplement indéfendable. Considérez-vous alors que vous n'étiez pas responsable des atrocités commises, ni que vous ne partagiez les motivations les plus extrêmes du régime? C'est exact. On m'accuse de prendre les atrocités à la légère parce qu'on m'a vu sourire ou faire un geste au tribunal, mais c'est souvent mal interprété. Je suis quelqu'un qui, par nature, a tendance à garder son sang-froid dans les situations difficiles, même avec un sourire. Cela ne veut pas dire que je trouve cela drôle. Pour moi, les crimes jugés ici sont le plus odieux de tout cela. Himmler, par exemple, était directement responsable. Il aurait dû comparaître devant ce tribunal au lieu de se suicider. Contrairement à Hitler,
dont je comprends la décision de se suicider dans le contexte, Himmler a laissé d'autres, comme Kaltenbrunner, supporter le poids de ses crimes. Je n'ai jamais compris comment Himmler en est arrivé à avoir une telle influence sur Hitler. C'était un bon organisateur, certes, mais pas quelqu'un de charismatique. C'était un personnage énigmatique, même pour moi. Dans ses discours secrets, comme ceux de Posen, sa vraie nature se révèle. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait sans beaucoup parler, mais avec des conséquences mortelles. Quant à l'antisémitisme, je le répète, il ne s'agissait pas d'extermination, mais d'évacuation. L'idée était de transférer les Juifs vers le gouvernement général en Pologne, puis, une fois la guerre terminée, vers la Palestine ou ailleurs. Je n'avais jamais entendu parler d'Eichmann avant de venir ici, au procès. L'expulsion était planifiée, certes, mais pas son élimination physique. J'assume ma responsabilité pour ce qui s'est passé sous ce régime, mais pas pour des crimes dont j'ignorais l'existence. Et oui, c'est moi qui ai créé les premiers camps de concentration en 1933, mais ils étaient destinés aux communistes et aux ennemis politiques, et non à l'extermination. Jamais avec l'intention d'en faire des centres d'extermination. Monsieur Göring, croyez-vous vraiment qu'Hitler s'est suicidé? Considérez-vous cela comme un acte de lâcheté? Non, absolument pas. Ce n'était pas de la lâcheté. Imaginez Hitler enfermé dans une telle cellule. Il était le symbole de l'Allemagne, l'esprit de la nation. Après la Première Guerre mondiale, le Kaiser n'a pas été jugé, et l'empereur Hirohito ne l'est pas non plus. Mais Hitler aurait certainement été jugé. Il le savait. Et c'est pourquoi il a décidé de ne pas se laisser prendre. Sa mort était conforme à sa personnalité. Il ne voulait pas que d'autres paient pour lui, même si je suis moi-même ici pour en assumer la responsabilité. Je l'ai dit au tribunal, et je le répète aujourd'hui. J'accepte de la porter en son nom. Ma voix peut paraître creuse en disant cela, mais je le fais avec conviction. Je n'ai aucun doute qu'elle s'est suicidée. Speer m'a raconté que le 22 avril 1945, Eva Braun lui a avoué qu'elle et le Führer mourraient ensemble à Berlin. Cela me suffit. Je ne connaissais pas bien Eva Braun. Je ne l'ai vue que 2 ou 3 fois. Ce n'était pas une femme particulièrement belle, mais elle avait une belle allure et une personnalité douce. L'important, c'est qu'elle ne vivait que pour lui, comme il se doit. Hitler était satisfait d'elle. Il a toujours respecté les femmes et critiqué ses dirigeants qui les divorçaient pour épouser des femmes plus jeunes. Regardez certains des accusés ici, Frick ou Schacht par exemple, qui ont agi ainsi contre la volonté du Führer. Saviez-vous que Schacht, à plus de 60 ans, a épousé une jeune femme? Et maintenant, il se pose en modèle de moralité. Pensez-vous qu'Hitler se souciait vraiment du peuple allemand? Que pensez-vous de son testament final, que beaucoup ont qualifié de froid et vengeur? Hitler a consacré toute sa vie au peuple allemand. Cela a toujours été sa priorité. C'est pourquoi il me semble absurde de douter de sa loyauté envers l'Allemagne. Je préfère toutefois ne pas trop spéculer sur ce testament, n'ayant pas assisté à sa rédaction. Certains ici, Chirac, Speer, Fritzsche, ils disent que ce dernier texte témoigne de son égoïsme, de son mépris du peuple, de sa tendance à imputer la défaite aux autres. Ce ton existe peut-être, je ne le nie pas. Mais beaucoup parlent par commodité, par besoin de prendre leur distance. Ce que je sais, c'est qu'Hitler n'était pas un homme qui agissait par haine de sa nation. Ce qu'il a écrit dans ces dernières heures, lui seul pouvait l'expliquer. Je préfère me souvenir du Hitler d'avant, le leader déterminé, obsédé par le destin de l'Allemagne, et non l'homme isolé dans son bunker. Le premier est celui qui a façonné notre génération. Malgré ses efforts pour blanchir l'histoire, Hermann Göring n'a pas réussi à dissimuler sa responsabilité. À Nuremberg, il s'est présenté comme un dirigeant cultivé et loyal, mais a nié avoir eu connaissance de l'extermination et a tenté de redorer l'image d'Hitler. Les faits le contredisent. Il était le numéro 2 du régime, a créé la Gestapo, a promu les camps à partir de 1933 et a dirigé le pillage des Juifs. Sa prétendue ignorance d'Auschwitz contraste avec les documents signés de sa main. Condamné à mort, il s'est suicidé avant d'être pendu. Son héritage est celui d'un criminel qui a tenté de dissimuler sa culpabilité par des mots. Nous passons maintenant à l'interview d'Ernst Kaltenbrunner, chef de l'Office central de sécurité du Reich, responsable de la Gestapo, de la Kripo et du SD. Monsieur Kaltenbrunner, en tant que chef du bureau principal de sécurité du Reich,
Pourriez-vous m'expliquer la structure et l'évolution de cette organisation et comment elle était liée aux autres forces de police au sein du Troisième Reich? Bien sûr, mais je dois vous avertir que la structure était très complexe et en constante évolution. Pour bien la comprendre, il faut considérer le contexte politique allemand depuis 1933. Le RSHA, qui a fonctionné au niveau ministériel de sa création jusqu'en 1945, était une structure qui s'est consolidée au fil des ans. J'ai rejoint Hitler directement en 1938, mais je n'ai pris la direction de l'organisation qu'en 1943. À l'origine, la police allemande était divisée en plusieurs branches. La première était la police de sécurité, qui regroupait la police criminelle et la police politique. Cette fusion eut lieu en 1936. L'autre branche était la police ordinaire, composée de 3 éléments. Les gendarmes, qui opéraient en zone rurale et s'occupaient de la délinquance locale. Les policiers en uniforme des grandes villes, qui géraient la circulation, le commerce et l'ordre public. Et les pompiers, qui exerçaient également des fonctions officielles, notamment en zone rurale, où ils servaient comme volontaires. Après 1933, l'office de police criminelle du Reich fut centralisé, tandis que la police politique, qui existait avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, fut réorganisée sous le nom de Geheimstaatspolizeiamt ou Gestapo. Ce terme fut largement utilisé par les ennemis de l'Allemagne à des fins de propagande, sur le modèle de la GPU soviétique, bien que le terme plus simple de Stapo fut effectivement utilisé en Allemagne. Il est également important de préciser qu'au départ, ni la police criminelle ni la Gestapo ne portaient d'uniforme. Seule la police régulière en portait. Cependant, à partir de 1935, de nombreux membres de la Gestapo et de la police criminelle commencèrent à porter l'uniforme SS, nombre de leurs agents ayant été intégrés au rang de la SS en provenance des forces de police précédentes. Il est souvent surprenant qu'avant 1933, de nombreux membres de la police politique, tout comme une grande partie de la fonction publique, soient opposés au national-socialisme. Mais au fil du temps, à l'instar d'autres secteurs de la société, comme les tailleurs et les maçons, le soutien au parti s'est accru. En 1928, seuls 5% des policiers votaient pour les nazis. En 1933, près de 80% votaient déjà pour. Malgré cela, lors des élections qui suivirent 1933, le pourcentage d'électeurs nationaux-socialistes au sein des forces de police était légèrement inférieur à celui du reste de l'électorat. Cela montre comment l'évolution des forces de sécurité reflétait l'évolution idéologique à travers l'Allemagne. Monsieur Kaltenbrunner, vous étiez chef de l'Office central de sécurité du Reich à partir de 1943, un poste clé au sein de l'appareil répressif nazi. Pourriez-vous expliquer le fonctionnement de cette institution, son évolution depuis ses débuts, et si, durant votre mandat, vous étiez pleinement au courant de crimes tels que les camps de concentration, les massacres, les chambres à gaz ou la répression contre les partisans et les civils? Je comprends le sens de la question, mais je dois répondre honnêtement, même si cela peut paraître incroyable. Une grande partie de ce que je sais aujourd'hui sur ces crimes, je ne l'ai appris qu'ici, à Nuremberg, lors du procès. Avant de prendre mes fonctions à Berlin en 1943, j'ignorais l'ampleur des atrocités commises. J'ignorais totalement l'existence d'exterminations systématiques, de chambres à gaz, de massacres, ni la répression brutale, tant dans les territoires occupés qu'à l'intérieur du Reich. Ce n'est qu'en prenant connaissance des documents et des témoignages présentés par l'accusation que j'ai compris la véritable ampleur des événements. J'admets avoir fait partie de cette structure, mais mes connaissances personnelles étaient jusque-là très limitées. Concernant le fonctionnement du Bureau central de sécurité du Reich, il s'agissait d'une entité extrêmement complexe qui a évolué au fil du temps, reflétant les changements survenus au sein de l'État nazi. Il a été créé en tant qu'organisation de sécurité ministérielle et a fonctionné de 1933 à 1945. Bien que je sois entré au service du Führer en 1938, je n'ai été nommé chef du RSHA qu'en 1943. Pour comprendre ses origines, il faut remonter à 1933
époque à laquelle le système policier allemand était similaire à celui d'autres pays, avec deux branches principales, la police criminelle et la police politique. En 1936, les deux ont fusionné sous le nom de police de sécurité. Parallèlement, il existait la police ordinaire, divisée en trois branches, la gendarmerie rurale, la police urbaine chargée de la circulation et de l'ordre public, et la police des pompiers qui servait de force auxiliaire dans de nombreuses zones rurales. À partir de 1933, la police criminelle fut centralisée au sein de l'Office central de police criminelle, tandis que la police politique fut organisée au sein du Geheime Staatspolizeiamt, plus connu sous le nom de Gestapo. Ce terme, propagé par les ennemis du régime, dérive du modèle soviétique de la GPU, bien qu'en Allemagne, l'abréviation Stapo fut plus couramment utilisée. Il convient de noter qu'au départ, ni la police criminelle ni la Gestapo ne portaient d'uniforme. Seule la police ordinaire en portait. Cependant, à partir de 1935, de nombreux agents de la Gestapo et de la police criminelle furent intégrés à la SS et commencèrent à porter l'uniforme, un usage courant depuis. Monsieur Kaltenbrunner, comment l'appareil de sécurité du Reich s'est-il consolidé? Et quel rôle des personnalités comme Himmler et Heydrich ont-elles joué dans son développement? Il existe de nombreux malentendus quant à la transformation du système policier en Allemagne. Par exemple, en 1933, lorsque les nationaux-socialistes sont arrivés au pouvoir, il n'y a pas eu d'extermination des opposants au sein des forces de police. En Bavière, seule une quarantaine d'agents ont été relevés de leurs fonctions. À Berlin, 21% des effectifs ont été remplacés, principalement pour fautes professionnelles ou insultes envers les ministres du nouveau gouvernement. Peut-on parler d'une purge violente? Je ne le pense pas. C'est en 1934 qu'Heydrich est entré en scène. L'accusation devrait se concentrer davantage sur lui, car son ambition de pouvoir était sans limite. Il était extrêmement intelligent, manipulateur et habile. À cette époque, Himmler dirigeait la SS, qui était encore une organisation de parti plutôt qu'une organisation d'État. Je n'y ai joué qu'un rôle secondaire. Au sein de la SS, il y avait différents corps. La SS générale, qui constituait plus de 90% de l'organisation, et quelques unités armées comme la Leibstandarte, le Deutschland-Régiment ou les Totenkopfverbände, surnommés les têtes de mort. Ces troupes étaient directement au service du Führer, mais elles étaient peu nombreuses. L'armée traditionnelle s'opposait à la création de régiments SS et rejetait également l'existence d'une armée de l'air indépendante. Ce n'est que grâce à Göring, en raison de sa proximité avec Hitler, que la Luftwaffe a pu se développer en tant que branche distincte. Quant à savoir si cela était approprié ou non, je ne me considère pas qualifié pour en juger, n'étant pas officier. Les avis étaient partagés à travers le monde. Par exemple, les Japonais divisaient leur armée de l'air entre l'armée de terre et la marine, tandis qu'aux États-Unis, elle était intégrée à l'armée de terre. Quant à la cohésion des équipages, elle était réelle, différente de celle de l'infanterie. Lorsque Himmler comprit qu'il ne pouvait créer une force armée parallèle à l'armée, il tenta d'acquérir du pouvoir par le biais de la police. C'est alors que Heydrich, mettant à profit son talent d'organisateur, unifia la police criminelle et la police politique au sein de la police de sécurité, structure qui fut plus tard intégrée à l'Office central de sécurité du Reich. Un troisième élément fut également ajouté, le SD, qui n'était pas une force de police, mais un service de renseignement. Et permettez-moi de dire autre chose. Le schéma présenté par l'accusation au tribunal concernant le bureau de sécurité principal du Reich est erroné. C'est pourquoi j'ai pris un crayon et du papier et j'ai dessiné le mien. Sans une compréhension approfondie de cette évolution, il est impossible de comprendre le fonctionnement réel de l'appareil de sécurité du Troisième Reich. Monsieur Kaltenbrunner, pourriez-vous nous éclairer sur la situation militaire de l'Allemagne en 1941? On dit souvent qu'après la chute de la France, le Troisième Reich était à son apogée lorsqu'il lança son offensive contre l'Union soviétique. Partagez-vous ce point de vue? En outre, comment le pouvoir de personnalités telles que Himmler et Heydrich s'est-il consolidé au sein du régime?
Et quel impact cela a-t-il eu sur la structure de la SS et du RSHA? Je comprends le doute, mais je dois dire que cette interprétation est erronée. Bien que la France ait été vaincue, la guerre contre l'Angleterre était toujours en cours et ne pouvait être considérée comme terminée. Churchill lui-même l'a reconnu. C'étaient les jours les plus sombres pour la Grande-Bretagne. L'Allemagne n'avait pas remporté une victoire totale à l'Ouest, tandis que l'Angleterre n'était pas complètement vaincue. En réalité, les Britanniques ont détruit la flotte française, leur ancien allié, et ont permis au gouvernement français en exil de se préparer à poursuivre la guerre en Afrique, ce qui a ensuite facilité le débarquement des forces américaines. Ainsi, lorsque l'opération contre l'Union soviétique a été lancée en juin 1941, nous avions encore de sérieux engagements sur le front occidental. Parallèlement, une menace concrète planait à l'Est. Nos troupes n'y étaient pas suffisamment déployées, tandis que les Soviétiques avaient massé entre 150 et 300 divisions à la frontière avec la Hongrie et la Roumanie. Nos services de renseignement ont détecté que l'URSS avait construit 120 aérodromes en Pologne, contre seulement 20 auparavant. Cette expansion était un signe clair de préparatifs militaires, et non de collaboration amicale. Aucun allié n'agit ainsi. Et concernant les États-Unis, il est vrai que l'Allemagne a techniquement déclaré la guerre, mais ce sont les Américains qui ont tiré les premiers, Roosevelt ordonnant des attaques contre nos sous-marins. Par conséquent, l'accusation de complot en vue de déclencher des guerres d'agression est fausse. Et je le dis ici sans avoir besoin de documents, ce procès est partial. Aujourd'hui même, la défense s'est vue refuser le droit d'interroger Jodl plus avant, ce qui montre à quel point nous sommes constamment restreints. Ce n'est pas de la justice, c'est une stratégie procédurale pour nous réduire au silence. Concernant Himmler et Heydrich, leur ascension marqua le début d'une crise interne au régime, non pas militaire, mais structurelle. Le tribunal présente les SS comme un bloc homogène, mais c'est inexact. Nombre des hommes qui combattirent au front reçurent à peine 10 semaines d'entraînement et n'eurent aucun lien avec les camps de concentration. Même les soviétiques qui combattirent la Waffen-SS reconnaissaient être des soldats, avec leurs succès et leurs échecs, comme dans toute armée. Au début, le SD n'était pas une force de police, c'était un service de renseignement interne que le parti utilisait pour se surveiller lui-même en contournant les canaux institutionnels normaux. Himmler et Heydrich y virent une opportunité d'accéder au pouvoir. En recueillant des informations, même infimes, comme savoir si un Gauleiter buvait excessivement ou faisait preuve d'avidité, ils gagnèrent une influence directe sur Hitler. Heydrich, par exemple, transmettait ces informations à Bormann, qui les transmettait ensuite au Führer, et ainsi à Himmler. Heydrich accumula un tel pouvoir qu'il finit par éclipser son propre supérieur. Je ne pense pas que Himmler l'ait éliminé, mais sa mort y contribua certainement. Bormann remplaça plus tard Hess, qui était un idéaliste. Bormann, en revanche, était un homme froid, avare et sans alliés. Son influence grandit car Hitler devint de plus en plus méfiant. Et dans un régime autoritaire, c'est dangereux. Tout dépend du jugement du dirigeant, et s'il commence à perdre son objectivité, c'est tout le système qui s'effondre. Et dans quelle mesure le manque d'objectivité d'Hitler a-t-il influencé des décisions clés telles que la guerre avec les États-Unis? Énormément. Un régime autoritaire exige que ceux qui sont au sommet sachent écouter. Mais avec Hitler, c'était devenu impossible. Si quelqu'un lui suggérait que l'Amérique ne cherchait peut-être pas la guerre, il le réduisait au silence en tapant du poing sur la table. Il pensait que les États-Unis devaient récupérer leurs investissements en armement et en prêts, et que cela rendrait la guerre inévitable. Il ne s'agissait pas d'un conflit idéologique, mais économique, selon lui. Hitler avait une mémoire prodigieuse. Il connaissait en détail le tonnage de chaque flotte mondiale, mieux que ses propres amiraux. Mais il confondait information et jugement. Et dès que quelqu'un contredisait ses idées, il se repliait sur lui-même. Cette dynamique de concentration du pouvoir sans contrôle objectif fut l'une des raisons fondamentales de la fin tragique de tout cela. Monsieur Kaltenbrunner, comment évaluez-vous l'ascension de Heydrich et ses relations avec des personnalités comme Daluege et Himmler? Pensez-vous que le surnom de bourreau était approprié
J'ai rencontré Daluege en 1943. C'était un homme aux idées de grandeur. Il prétendait disposer de 3 millions de soldats, alors qu'il en avait en réalité environ 300 000. C'est précisément cette tendance exagérée qui a motivé son retrait. En revanche, Heydrich, avec l'aide de Bormann, est parvenu à devenir protecteur de Bohême-Moravie après la destitution de von Neurath. Cela lui a conféré le rang de ministre, un rang que même Himmler n'avait pas atteint en 1941. La réaction psychologique d'Himmler à cette promotion était compréhensible. Un de ses subordonnés l'avait dépassé dans la hiérarchie. Il en était de même pour Daluege, qui jusque-là était au même niveau que Heydrich. Pour moi, d'un point de vue médical, c'est à ce moment-là que les premiers symptômes de la maladie de Daluege se sont manifestés. Il était plus maladroit, plus vaniteux et moins rusé qu'Heydrich, mais tout aussi ambitieux, même si sa quête du pouvoir était plus passive et personnelle. Sur le plan moral, je dirais qu'il avait plus de raison qu'Heydrich, qui n'hésitait pas à utiliser n'importe quel moyen pour s'élever. D'un autre côté, le surnom de bourreau n'était pas donné ainsi en Allemagne, mais à mon avis, il était pertinent. Heydrich était un homme sadique. Cependant, si on le compare à Himmler, les choses changent. Himmler n'était pas exactement sadique, mais plutôt mesquin. Il avait la mentalité d'un instituteur, rigide et punitif. Il prenait plaisir à corriger, tel un professeur qui gifle un enfant plus que nécessaire, croyant l'éduquer. Son impulsion n'était pas le sadisme en soi, mais la conviction autoritaire qu'il façonnait le caractère d'autrui. Quant à l'extermination des Juifs, je crois personnellement qu'elle résultait de son obéissance absolue au Führer et non d'une perversion personnelle. Kaltenbrunner a menti à Nuremberg. À la tête de l'Office central de sécurité du Reich, il a supervisé les déportations, les meurtres et les camps. Il a plaidé l'ignorance, mais a signé des ordres et reçu des rapports détaillés. Son rôle a été déterminant dans la répression nazie. Condamné à mort, il a été pendu en 1946. Sa tentative d'échapper à ses responsabilités ne l'a pas sauvé du verdict final. Les entretiens se poursuivent. Nous passons à Joachim von Ribbentrop, ministre nazi des Affaires étrangères, architecte du pacte Staline et figure centrale de la propagande diplomatique du Troisième Reich. Monsieur Ribbentrop, pourriez-vous nous parler de votre jeunesse et des facteurs qui ont influencé votre développement au cours de ces années ? Dès mon enfance, j'avais une excellente mémoire, ce qui m'a facilité l'apprentissage des langues. J'ai étudié à Kassel et à Metz, mais je ne saurais dire exactement combien d'années d'études formelles j'ai achevées. Je n'ai pas dépassé le niveau secondaire, si tant est que ce soit possible. J'ai passé du temps en Suisse, où j'ai également suivi des cours particuliers, ainsi qu'à Londres et en France. À 17 ans, je suis allé au Canada, soi-disant pour rendre visite à des amis, mais j'y suis finalement resté de 1910 jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Ce fut une période intéressante et agréable. J'ai rencontré de nombreuses personnes fortunées et j'ai travaillé pour une entreprise liée à la construction du chemin de fer canadien-Pacifique. J'étais contremaître et j'ai participé à la construction du pont Cantilvert sur le fleuve Saint-Laurent, près de Québec. À un moment donné, j'ai contracté une tuberculose rénale et on m'a retiré le rein droit dans un hôpital du Québec. À mon retour en Allemagne, j'ai été accepté dans l'armée, même si je ne répondais pas aux normes de santé. J'ai servi dans un régiment de cavalerie jusqu'à la fin de la guerre. Au retour, j'ai quitté New York sur un vapeur hollandais. Le navire a été intercepté à Falmouth, en Angleterre, où un officier britannique m'a annoncé que je serais interné avec d'autres Allemands. Cependant, un ingénieur allemand m'a caché dans le compartiment à charbon, et l'officier ne m'a pas fouillé minutieusement, peut-être parce que nous avions eu une conversation amicale. Le navire a poursuivi sa route vers la Hollande, d'où j'ai réussi à rejoindre l'Allemagne. La tuberculose a profondément marqué ma vie. Ma mère est morte jeune, au début de la trentaine, de la même maladie qui affectait ses poumons et ses reins, alors que j'avais 11 ans. Mon frère aîné est également tombé malade au Canada et est décédé dans un sanatorium suisse en 1918, à l'âge de 26 ans. C'est pourquoi je crois que la tuberculose est non seulement contagieuse, mais aussi héréditaire. Monsieur von Ribbentrop, comment expliquez-vous la croissance de l'antisémitisme au sein du régime nazi, notamment chez Hitler ? Je pense qu'une partie de la radicalisation d'Hitler provenait de son influence extérieure. Aux États-Unis, par exemple, le président Roosevelt disposait d'un cercle de conseillers, le Brain Trust, composé de nombreux juifs.
comme Félix Frankfurter, Morgenthau et, si je ne m'abuse, Claude Pepper. Cela a alimenté chez Hitler la perception d'un complot international dont les Juifs seraient les auteurs, ce qui a renforcé ses idées sur une menace mondiale. Quant à ma rencontre avec Hitler, c'était en 1932. Je préfère ne pas préciser les circonstances exactes car d'autres personnes étaient présentes. Ce dont je me souviens clairement, c'est de son visage sévère, de ses yeux bleus intenses et de ce regard autoritaire. Lors de notre deuxième rencontre, en 1933, son influence était déjà bien plus grande. Je l'ai présenté à Papen chez moi, et il avait déjà un comportement autoritaire et dominant. Il était magnétique. Il y avait quelque chose dans sa présence qui rendait impossible de se détacher de lui. Il parlait sans interruption pendant 20 ou 30 minutes, et on pouvait à peine parler. Il changeait de sujet avec une aisance impressionnante, abordant toutes sortes de sujets. C'est vrai, comme l'a dit un homme d'État britannique, on ne peut pas dialoguer avec un dictateur. Avec Hitler, on se contentait d'écouter. Il dominait totalement l'assistance. Maintenant, comment évaluez-vous la personnalité d'Hitler, notamment à la lumière de ce qui a été révélé dans ses procès, comme l'affaire du journal de Hans Frank? Hitler était une figure exceptionnelle. Sa capacité à séduire les masses était impressionnante. Toute l'Allemagne semblait enfant devant lui, et bien que Bormann fût au pouvoir, il le traitait comme un professeur. Malgré tout, cela ne signifie pas que nous savions vraiment ce qui se passait en coulisses. Pendant des années, beaucoup d'entre nous ignorèrent les atrocités commises. Les révélations de ce procès, comme celle du journal de Hans Frank, m'ont profondément choqué. Je ne comprends pas pourquoi Frank a écrit des choses aussi horribles, comme que s'il avait informé Hitler de la mort de 150 000 Polonais supplémentaires, Hitler l'aurait félicité. Cela m'a choqué, mais surtout à cause de l'imprudence avec laquelle il l'a mis par écrit. J'ai du mal à accepter que tout cela puisse être vrai, même si je dois admettre que certaines choses doivent l'être. Écouter les Russes parler au tribunal donne l'impression que nous, Allemands, étions tous des monstres. Bien sûr, il y a eu des excès et des brutalités, et oui, ils sont répréhensibles, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est la façon dont ces actes sont présentés. Je ne peux pas accepter que nous ayons tous été au courant ou approuvé de tels actes. C'est tout simplement faux. Parlons maintenant de votre participation au pacte de non-agression avec l'Union soviétique. Comment fonctionnait la prise de décision sous le régime nazi, notamment en matière de politique étrangère? Je me souviens très bien de ma visite à Moscou lors de la signature du pacte de non-agression avec Staline. Je n'y suis resté qu'1 jour et 1 nuit. Puis je suis revenu pour un grand banquet où des toasts ont été généreusement portés. Molotov, le ministre soviétique des Affaires étrangères, était un homme très compétent et intelligent, tandis que Staline dirigeait la Russie avec une autorité absolue, tout comme Hitler en Allemagne. Les 2 dictateurs tenaient leur peuple entre leurs mains. Dans notre cas, Hitler a appliqué une politique délibérée. Chaque ministre ne devait connaître que ce qui relevait de son domaine de compétence. En tant que ministre des Affaires étrangères, je n'ai appris l'invasion de la Norvège que 24 heures avant son début, et il en a été de même pour l'invasion de l'Union soviétique. Je n'en ai été informé qu'1 jour avant son début. La chancellerie était totalement à l'écart des questions militaires. C'est drôle, mais je dois dire que j'avais une relation assez cordiale avec Staline et Molotov. À l'époque, la diplomatie était fluide, et il semble ironique que, dans ces procès, tout cela soit aujourd'hui considéré avec tant de recul, compte tenu de la terrible contradiction avec les atrocités dont nous avons entendu parler. Il est difficile de ne pas comprendre que ces scènes de banquet et de diplomatie paraissent aujourd'hui incongrues avec ce qui s'est passé plus tard. En relation avec le procès dans lequel vous êtes impliqué, comment évaluez-vous la politique étrangère du Troisième Reich et sa relation avec le conflit mondial, notamment au regard du traité de Versailles? J'y ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. L'ascension d'Hitler était une réponse directe au traité de Versailles, un traité que je considère comme une grave injustice envers l'Allemagne. Je me souviens qu'en 1928 et 1929, avant d'adhérer au parti et avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, j'avais déjà prévenu mes amis français et anglais que s'ils n'aidèrent pas le gouvernement de Brüning, ils seraient bientôt confrontés à Hitler. Ils n'ont rien fait, et le résultat est celui que nous connaissons tous. Quant à ce procès, je le considère comme une erreur monumentale. Peu importe qu'il condamne Göring, moi ou d'autres, là n'est pas l'essentiel. Le message envoyé au peuple allemand est celui qui compte vraiment. Malgré nos actions, ils continueront de nous considérer comme leurs dirigeants, que nous ayons raison ou tort.
Dans quelques années, même vous, Américains, considérerez ce procès comme une erreur politique. La population allemande commencera à haïr les Américains, à se méfier des Britanniques et des Français. Et le pire, c'est qu'elle pourrait tomber sous l'influence soviétique. Ce serait une catastrophe pour l'Allemagne. Hitler a toujours été une énigme pour moi. Il appliquait la stratégie du « diviser pour mieux régner », même au sein de son propre gouvernement. Il ne laissait aucun de ses ministres s'arroger un pouvoir excessif. Finalement, il m'a même remplacé au poste de ministre des Affaires étrangères dans son testament. Je ne comprends pas cela. J'étais l'un de ses plus fidèles partisans, peut-être le plus fidèle. Quant à la question juive, j'admets que l'extermination sera considérée comme une terrible tâche dans l'histoire allemande, mais il faut comprendre qu'Hitler a perdu le sens des proportions. À mesure que la guerre lui échappait, il est devenu obsédé par ce sujet. En 1940, j'ai envoyé des émissaires aux États-Unis pour contacter des banques juives et tenter de maintenir l'Amérique à l'écart du conflit, ainsi que pour faire pression sur l'Angleterre en faveur de la paix. Mais la réponse a été froide. Les Juifs ne nous faisaient pas confiance et refusaient de coopérer. Si nous avions conclu un accord avec l'Angleterre en 1940, ces horreurs auraient peut-être été évitées, mais l'histoire a suivi un autre cours. Monsieur Ribbentrop, croyez-vous sincèrement que l'opposition du monde à l'Allemagne nazie était uniquement le résultat d'une conspiration juive? Ou reconnaissez-vous que les démocraties ont rejeté le nazisme pour son caractère agressif, fasciste et totalitaire? Écoutez, je crois qu'Hitler ne cherchait pas la domination mondiale, comme on dit. Il m'a assuré qu'il ne cherchait que les Sudètes, le corridor polonais, le commerce avec l'Autriche et peut-être la récupération de quelques colonies. Selon lui, il n'avait aucune intention d'aller plus loin, même s'il a ensuite changé d'avis. Je me souviens de mon retour de Moscou après la signature du pacte de non-agression avec Staline. J'ai dit à Hitler que je ne voyais aucun juif aux commandes en Russie, à l'exception d'un certain Kaganovitch, un homme cordial. Mais Hitler a ignoré mes paroles. Pour lui, les juifs étaient responsables de la guerre, une alliance fantaisiste entre le capitalisme juif et le bolchevisme juif. Je n'ai jamais compris cela. Je savais que c'était faux. Mais cette obsession a grandi, jusqu'à devenir malsaine. Il est même allé jusqu'à m'accuser, après l'attentat du 20 juillet, de tenter une paix secrète en Suède. Cela m'a profondément blessé. Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement incliné et je suis parti. J'étais son plus fidèle partisan. Et pourtant, il se méfiait de moi. Hitler était une énigme, un mélange de bonté et de brutalité. Et malgré son côté bienveillant, sa méfiance a ruiné ses relations. Il est arrivé au pouvoir parce que le peuple, sans alternative, préférait le nazisme au communisme. Nous avions 7 millions de chômeurs. Pour beaucoup, Hitler était la seule issue. Ribbentrop a tenté de se justifier par des anecdotes personnelles et de rejeter la faute sur les autres, mais il était un élément essentiel de la machine criminelle nazie. Condamné à mort à Nuremberg, il a été pendu le 16 octobre 1946, sans manifester de véritable remords. Nous passons à l'entretien final avec Karl Dönitz, successeur désigné d'Hitler, amiral de la Kriegsmarine et responsable de la guerre sous-marine qui a ravagé l'Atlantique sous le Troisième Reich. Amiral Dönitz, comment résumeriez-vous votre participation au Troisième Reich, votre relation avec Hitler et la connaissance que vous aviez des atrocités du régime? Je souhaite prendre ma retraite avec ma femme, écrire mes mémoires et faire comprendre au peuple allemand ce qui s'est réellement passé. Car la plupart d'entre nous, même parmi les dirigeants, ignorions tous des crimes d'Hitler ou d'Himmler. C'est difficile à comprendre d'un point de vue américain, je le sais, mais dans notre système, la devise était claire. Occupe-toi de tes affaires et fais ton travail. C'est ainsi que tout fonctionnait. Je n'avais aucune connaissance des plans de guerre d'agression, ni de l'extermination des Juifs, ni de la prétendue intention d'anéantir 30 millions de Slaves, ni des atrocités commises en Pologne ou en Russie. Ce que je savais, c'est que les Soviétiques avaient commis des crimes similaires lors de leur avancée en Prusse orientale, même si je reconnais que certaines de ces informations provenaient de la presse allemande, et non de sources directes. Ma vie a été difficile. J'ai servi dans la marine depuis la Première Guerre mondiale. En 1935, l'amiral Raeder m'a appelé pour réorganiser la force sous-marine. Je n'avais eu aucun contact avec le monde sous-marin depuis longtemps, j'ai donc dû tout réapprendre de zéro. C'était dur, l'humidité, l'huile, le froid, pas bon pour les rhumatismes. Jusqu'en 1943, je voyais Hitler à peine une fois tous les 2 ans. Après cela, j'ai commencé à le voir plus souvent, et ces derniers mois, les contacts étaient constants.
Lorsqu'on m'a informé de son suicide et qu'il m'avait désigné comme son successeur, j'ai su que je devais immédiatement rechercher la paix. C'est ce que j'ai fait. Il est vrai qu'au début, il avait été annoncé que nous nous rendrions uniquement aux Britanniques et aux Américains, et non aux Russes. Mais c'était symbolique. Nous savions que la reddition serait totale. Je ne me suis jamais considéré comme le successeur d'Hitler au sens politique du terme. J'ai été choisi parce que, en tant que personnalité non partisane, je pouvais gérer cette transition. Quant au prétendu Führerprinzip, je ne l'ai jamais approuvé. J'ai toujours pensé qu'un dirigeant avait besoin d'un correcteur, des conseillers, un chef d'état-major. Ai-je jamais affronté Hitler? Non. J'étais marin, et c'était mon devoir. Je crois que nombre des crimes les plus graves ont été commis par des Autrichiens, ou du moins des Bavarois. Ils sont capricieux, émotifs. Les nordistes, comme moi, sont plus réservés, plus réfléchis. Et oui, je crois que Göring dit vrai lorsqu'il prétend n'en savoir pas plus que ce qu'il a déclaré. Cela peut paraître impossible pour une démocratie, mais dans notre système c'était faisable. Je n'ai parlé avec Ribbentrop qu'à 2 reprises. J'avais rencontré Chirac en 1944. Je n'avais aucun lien personnel avec la quasi-totalité des accusés. Amiral Dönitz, après tout ce qui a été révélé dans ce tribunal, comment interprétez-vous ce qui s'est passé pendant le régime nazi et votre rôle dans celui-ci? Franchement, je ne pense pas que la plupart d'entre nous, à la tête du camp, savions vraiment ce qui se passait. Je sais que cela paraît incroyable pour un Américain, mais dans notre système de commandement, les ordres descendèrent du bas vers le bas, et il y avait rarement une vue d'ensemble d'en haut. Personnellement, je rejette toujours les accusations d'atrocités commises en mer. Et j'ai encore des doutes sur nombre des atrocités présumées commises sur terre. Je dis cela car même parmi nous, l'incrédulité persiste. Écoutez, lors de la projection de ce documentaire où l'on voit la population de Weimar marcher joyeusement vers Buchenwald, les docteurs Skelley et Gilbert m'ont dit que le changement sur leur visage à leur sortie du camp montrait clairement qu'ils ne savaient pas ce qui s'y passait. Et c'est vrai. Ils semblaient calmes à l'entrée et dévastés à la sortie. Ce contraste, oui, je l'accepte comme une preuve. Ces documents étaient authentiques. Mais concernant les autres crimes, j'ai encore des réserves. Cela montre, au contraire, à quel point certains d'entre nous savaient peu de choses sur ce qui se passait réellement. Nombre d'entre nous ici aujourd'hui ne voyaient que notre fonction. J'étais marin, j'ai servi mon pays dans les guerres, j'ai obéi aux ordres et je n'ai jamais dérogé à mes devoirs navals. Aujourd'hui, certains tentent de nous associer directement aux crimes les plus atroces du régime et je perçois cela davantage comme une stratégie politique que comme un acte de justice. Je me considère innocent de tout crime personnel. Amiral Dönitz, après avoir accepté la direction de l'Allemagne après la mort d'Hitler, comment interprétez-vous votre rôle dans la guerre et les accusations portées contre vous ici? Écoutez, je ne suis pas un politicien. J'étais lieutenant-commandant au début de la guerre. J'ai à peine connu Hitler avant 1942, et le peu que j'ai vu de lui à cette époque me semblait raisonnable. Ses exigences semblaient viser le bien-être de l'Allemagne. Mais je constate aujourd'hui qu'il avait peu de considération pour les autres peuples, comme les Juifs ou les États voisins. Cependant, je n'ai jamais rien su de ce qui a été fait aux Juifs. Hitler avait une règle claire. Chacun doit s'occuper de ses affaires, et les miennes étaient celles des sous-marins et de la marine. Accepter la direction du pays après son suicide n'était pas un crime. Quelqu'un devait assumer la responsabilité de ce chaos, et je l'ai fait pour éviter que le pouvoir ne tombe aux mains de l'Est. Je savais que nous devions capituler, mais j'ai préféré le faire face aux Britanniques et aux Américains. Est-ce un crime? Pour les Russes, peut-être. Mais d'un point de vue occidental, je ne le pense pas. J'insiste sur le fait que cette accusation portée contre moi est sans fondement. On ne m'associe ni à des atrocités, ni à des décisions politiques d'extermination. La seule accusation concrète est que j'aurais ordonné le sauvetage de survivants de navires coulés. Cette accusation a été démentie par les témoins de l'accusation. En réalité, l'officier de la marine américaine qui a présenté l'affaire a involontairement aidé ma défense. Ces témoins ont confirmé que, dans toute marine, si un sous-marin est en danger, il ne peut rester pour porter secours. Cela s'applique à vous comme à nous. Où est le crime? Si l'Allemagne avait gagné la guerre, je suis convaincu que le pouvoir du parti nazi aurait été réduit. Les soldats et les marins de retour ne se seraient pas laissés diriger par des chefs de quartier fanatiques. Ils auraient réclamé la liberté, et le régime se serait probablement effondré rapidement. Je ne pense pas qu'Hitler aurait gagné en puissance. Après tout ce que nous savons aujourd'hui, les massacres, les atrocités commises au nom du parti, il est fort probable qu'un gouvernement militaire aurait pris le pouvoir. Et je ne suis pas le seul à voir l'absurdité de la chose. Pouvons-nous, Allemands, juger Roosevelt, Morgenthau, Churchill ou Eden pour leurs décisions de guerre? Non. Et nous ne l'aurions pas fait même si nous avions gagné. Les nations doivent se juger elles-mêmes. Penser qu'un tribunal étranger puisse juger un gouvernement souverain est, à mon avis, une erreur. Et les juges russes siégeant à Nuremberg? Cela me révolte. Ils ont coulé des navires allemands avec des civils à bord, hommes, femmes, enfants, et personne ne les juge.
Vous non plus n'êtes pas irréprochable. Vous avez armé des navires marchands avant même d'entrer officiellement en guerre. Tout cela me semble une distorsion de la justice. Amiral Dönitz, après votre défense, comment interprétez-vous la situation politique après la guerre, notamment par rapport à l'Union soviétique et aux accusations portées contre vous ici à Nuremberg? Je ne suis pas un politicien et les jeux de pouvoir ne m'intéressent pas. Mais je reconnais un problème quand j'en vois un. Et la Russie en est un. Déjà avant le procès, j'avais reçu un avis très favorable par l'intermédiaire de mon avocat de la part d'officiers alliés. Les Russes m'accusent d'avoir dirigé des troupes et des flottes vers l'ouest au lieu de les livrer à l'armée rouge, comme si c'était un crime. Mais le général Eisenhower, Bedell Smith et le maréchal Montgomery m'ont tous remercié d'avoir empêché la flotte allemande et 3 millions de soldats de tomber aux mains des soviétiques. Je savais ce qui arriverait si je faisais cela. Cette force se retournerait contre nous tôt ou tard. Les Russes ne retireront jamais leurs troupes d'Allemagne de l'Est ni des Balkans. Ils veulent étendre le communisme. Ils encerclent la Turquie. Ernest Bevin lui-même l'a dit. Les accords de Potsdam étaient une grave erreur. Harold Laski, du Parti travailliste britannique, l'a également affirmé. Regardez la carte. Les greniers à blé et à pommes de terre de l'Allemagne se trouvent en zone russe. Ils ne partiront pas. Tout ce qu'ils ont fait cette dernière année indique qu'ils s'alignent contre l'Occident, en particulier contre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Une autre guerre? J'en doute. Avec des armes comme la bombe atomique, tout le monde craint le premier coup. Mais que des conflits arrivent, je n'en doute pas. J'ai vu une caricature dans le Herald Tribune. Le monde divisé par un fossé, avec les États-Unis et le Royaume-Uni d'un côté, l'URSS de l'autre. Tant que je suis en prison, je ne peux pas en dire plus. Mais si jamais je suis libéré, j'écrirai beaucoup. La Russie est, à mon avis, la nation la plus criminelle du monde, et le communisme le plus grand des maux. C'est presque ironique qu'ils m'accusent de complot politique, alors que ce sont eux qui complotent toujours. Avant même la guerre, les soviétiques exigeaient un morceau du Danemark et des parties de la Pologne. Et maintenant, ils viennent me juger? Y avait-il une politique antisémite au sein de la marine? Étiez-vous au courant du sort des Juifs pendant la guerre? Il n'y avait aucune politique antisémite dans la Kriegsmarine. Je peux citer au moins 4 officiers d'origine juive. L'un d'eux était le vice-amiral Bernard Rogge, responsable de la formation des cadets de la marine jusqu'à la fin de la guerre. Il avait également un capitaine juif. Rogge a même témoigné en ma faveur. Si l'un d'eux avait su ce que Himmler et Hitler faisaient subir aux juifs, il me l'aurait dit sans hésiter. J'ai reçu une lettre d'Hitler, en 1943, se plaignant qu'un juif, Rogge, soit responsable de l'enseignement naval. Je lui ai dit de se mêler de ses affaires. Notre marine était comme une île. Nous jouissions d'une autonomie complète. À plusieurs reprises, Hitler a suggéré que les infractions politiques ou disciplinaires commises au sein de la marine soient jugées par le parti ou les SS. J'ai toujours refusé. Ma position était claire, la marine devait juger elle-même sans ingérence extérieure. Et concernant ma connaissance des persécutions, je vous dirai ceci. Ma responsabilité commence avec la guerre sous-marine à partir de 1933 et avec toute la marine à partir de 1943. Ce qui est arrivé aux Juifs ou sur le front de l'Est ne relève pas de ma compétence. On m'accuse de choses qui ne me concernent pas. J'ignorais ce qui arrivait aux Juifs en Allemagne. Je ne l'ai pas vu. Je ne savais pas. Et le peu que j'ai lu à l'époque ne suffisait pas à saisir l'ampleur de ce qui se passait réellement. Amiral Dönitz, aviez-vous une attitude personnelle envers les Juifs? Étiez-vous au courant de leur persécution sous le régime? Non, j'étais complètement absorbé par les affaires navales, du matin au soir. Dans la Kriegsmarine, nous n'avions pas de problème juif, comme on disait dans les autres branches. Je n'avais jamais de préjugés. Je vais vous dire une chose. En 1934, j'ai fait escale dans un port espagnol et je voulais inviter un marchand allemand juif, propriétaire de mines de plomb dans le nord de l'Espagne, à déjeuner à bord. Nous avons arrangé les choses avec le consul allemand. Mais lorsque j'ai mentionné que sa fille serait également présente, le consul m'a répondu que c'était impossible. « Il est juif », a-t-il dit. Mon adjudant a souri, car il connaissait mon point de vue. J'ai répondu que mon navire relevait de ma juridiction et que c'était moi qui décidais qui montait à bord. Ils sont donc venus. L'homme était très bien. Au départ, mon adjudant m'a donné une assiette en porcelaine bleue et blanche d'une manufacture locale, très ancienne. C'était un cadeau de cet homme qui n'a pas voulu me la remettre directement par discrétion. J'ai correspondu avec lui jusqu'en 1939. Il m'a écrit que sa fille avait épousé un prince espagnol. Je n'ai plus eu de nouvelles. Donc non, je n'étais au courant d'aucune persécution. Si quelqu'un prétend que cela fait de moi un complice, je ne l'accepte pas. Ma conscience est tranquille. Je n'ai participé à aucun acte de brutalité ou de criminalité. Je faisais simplement mon travail dans la marine. Je ne peux être lié à ce que d'autres ont fait. Amiral Dönitz, comment évaluez-vous ce procès et vos relations avec les autres accusés, ainsi que le rôle de dirigeants tels que Hitler, Himmler, Keitel ou Kaltenbrunner dans les crimes du régime? Parfois, ce procès me paraît une farce.
Ce qu'ils nous font subir ne m'inquiète guère, mais nous accuser tous de complot est absurde. Mon cas est clair. J'ai dirigé la guerre sous-marine à partir de 1933 et toute la Kriegsmarine à partir de 1943, et j'en assume la responsabilité. Mais me reprocher ce que d'autres ont fait est tout simplement fallacieux. Chacun doit répondre de sa propre cause. Si ce procès se limitait à juger les commanditaires du massacre des Juifs, je n'aurais pas passé plus de 3 heures ici. Mais je suis assis ici depuis novembre, à entendre les mêmes choses encore et encore. En ce moment, la moitié du temps, je dessine ou j'écris mes pensées. À propos de mes collègues du box des accusés. À Mondorf, je n'ai pas salué Göring. Je ne l'aimais pas. Je ne connaissais même pas Streicher. Maintenant, nous parlons. Nous partageons un destin, et cela nous unit, même si je sais au fond de moi que nous ne sommes pas tous pareils. Keitel, totalement soumis à Hitler. Kaltenbrunner, il était sous les ordres d'Himmler, véritable responsable des atrocités de l'appareil répressif. Si j'avais reçu ces ordres, je les aurais refusés. Ce qui me gêne le plus, c'est que ce procès ne réunisse pas les deux véritables coupables, Hitler et Himmler. Ils sont à l'origine de tout. Et la tentative de nous juger comme un groupe homogène, sans distinguer les véritables responsabilités, est la plus grande erreur de ce processus. Dönitz a tout nié, mais les documents et les témoignages l'ont réfuté. Il a soutenu Hitler jusqu'au bout, a légitimé le régime et a signé des ordres qui ont prolongé les souffrances. Il n'était ni ignorant ni innocent. À Nuremberg, il a été condamné à 10 ans de prison. Son récit visait à le disculper, mais l'histoire ne l'a pas absous.